Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue du coup sur ce webinaire pour rentrer dans l'envers du décor de l'IA d'Ask for the Moon. Je suis Pauline, je m'occupe du marketing chez Ask et du coup je suis avec Joanne, notre lead data scientist qui va vous faire la présentation aujourd'hui. On va attendre encore quelques secondes que tout le monde se connecte et puis on démarrera. Oui, c'est bon. Donc, bienvenue à tous. Alors, je pense que la majorité nous connaissent déjà ou ont déjà entendu parler de nous. Mais si jamais ce ne serait pas le cas, petit piqûre de rappel sur Ask. Nous, notre métier, c'est d'accélérer le partage du savoir-faire grâce à l'IA générative et de le faire de façon fiable, précis et sécurisée. Et aujourd'hui, on va pas vous montrer seulement nos assistants IA, mais plutôt vous montrer qu'est-ce qui se passe dans l'envers du décor quand on les interroge. Et c'est pour ça qu'on a Joanne avec nous aujourd'hui. Joanne, que je vais laisser se présenter. Merci Pauline, bonjour à tous. Donc je suis Joanne, la lead data scientist chez Ask for the Moon. Ça fait à peu près 1 an que je travaille chez Ask for the Moon et mon rôle c'est de guider l'équipe IA dans l'implémentation de toutes nos fonctionnalités d'IA qui sont dans notre produit, notamment du coup le développement de nos assistants IA. Avant ça, j'ai travaillé dans l'industrie pendant 9 ans à peu près. J'ai travaillé chez EDF pendant un bon moment et 1 an chez Schneider Electric aussi, toujours dans les équipes de data science et d'IA. Et j'ai un background en physique, j'ai un doctorat en astrophysique, après lequel je me suis reconvertie vers l'IA et la data science. Voilà. J'enchaîne du coup. Et donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais commencer par une petite intro sur l'IA générative. Ensuite, je vous montrerai plus en détail ce qui se passe quand on interroge notre assistant IA. Et globalement, c'est ça. Voilà. Alors, l'IA générative. Donc, je pense que vous avez tous beaucoup entendu parler d'IA générative ces dernières années. On a vu des tonnes de choses, des tonnes de produits se développer, ChatGPT, les générateurs d'images. On voit aujourd'hui des générateurs de vidéos, des générateurs de musique, etc. Tout ça, c'est l'IA générative. Qu'est-ce que c'est ? On connaît déjà bien l'IA. L'IA, c'est quelque chose qui a déjà des dizaines d'années. L'IA, c'est une sorte de domaine scientifique qui vise à regarder comment on peut imiter les fonctions cognitives humaines avec des ordinateurs. Et aujourd'hui, l'IA générative, c'est le fait non seulement d'imiter les fonctions cognitives humaines, mais de les utiliser pour générer du contenu original. C'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser l'IA pour générer des choses qui auraient pu être produites par des humains de façon très convaincante, mais qui sont des choses qui n'existaient pas du tout avant. Donc, quand on va sur ChatGPT et qu'on lui demande de nous générer une histoire, on se retrouve avec une histoire qui est complètement originale. Voilà. Et c'est ça l'IA générative, comme c'est indiqué dans son nom, c'est de générer du contenu original. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais l'IA générative, ce n'est pas fait pour générer des choses basées sur la vérité du monde qui nous entoure. L'IA, c'est un algorithme qui est entraîné sur des grandes quantités de données pour imiter finalement ce que font les humains. Mais imiter ne veut pas dire comprendre. Et l'IA générative est vraiment là pour créer du contenu qui va être extrêmement convaincant. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se dire oui, ça m'a l'air d'avoir été, ça aurait pu être de façon convaincante fait par un humain. Mais ceci dit, c'est pas basé sur une sorte de véritable intelligence ou sur une compréhension du monde qui nous entoure. Je vais illustrer ça d'un petit exemple très simple. Aujourd'hui, avec les modèles de langage, donc c'est-à-dire l'IA générative de langage, derrière, il y a ce qu'on appelle des modèles de langage, on en reparlera. Si je dis le ciel est, l'IA va me répondre bleu.
c'est parce que bleu, elle a compris en voyant des tonnes et des tonnes et des tonnes d'exemples de texte que c'est le mot le plus probable après le ciel est. Est-ce que ça veut dire que l'IA sait que factuellement, c'est nous l'expérience réelle qu'on fait de notre monde, le fait que le ciel est bleu? Non, pas vraiment. C'est vraiment parce que c'est, en termes de suite de mots, ce qu'il y avait de plus probable. Pour nous, par contre, on va se dire, waouh, c'est de l'intelligence parce qu'effectivement, l'IA a l'air de savoir que le ciel est bleu et donc c'est là qu'il ne faut pas se faire avoir. Du coup, il y a plein de biais en fin de compte avec l'IA dont on peut parler. Je viens d'en dire un qui est en fin de compte un biais psychologique. Comme on s'habitue à dialoguer avec des IA via vraiment un mode conversationnel de dialogue, et ben on a pas mal de biais psychologiques. Notamment, on a tendance à prendre pour argent comptant ce que nous dit une IA ou à se dire qu'elle a de la connaissance alors qu'en fait, elle nous a juste dit quelque chose qui était très convaincant et très probable et qui peut-être du coup est vrai, mais ce n'était pas son but premier. Donc voilà, il y a des biais psychologiques auxquels nous, on est soumis quand on parle avec une IA, notamment des biais de confirmation. On a tendance à penser que l'IA a raison. Évidemment, vous avez sans doute entendu parler des hallucinations. C'est le fait qu'une IA peut nous dire quelque chose de complètement faux. Et ce qui est dangereux, c'est que les IA peuvent nous dire quelque chose de complètement faux, mais avec énormément d'aplomb. Et donc, il faut toujours se méfier quand on demande surtout des choses qui sont de la connaissance à des IA. Vous avez entendu parler des biais d'entraînement des modèles. Les modèles, notamment de langage, vont être entraînés sur tout le contenu textuel d'Internet quasiment. C'est-à-dire, comme vous l'imaginez, beaucoup de contenu qui peut être un peu du tout venant et qui surtout est biaisé de par nos biais sociologiques. Donc, une plus grande représentation, j'en sais rien, des biais de sexisme, une plus grande représentation de certaines catégories de personnes, etc., etc. Tout ça se retrouve ensuite dans le comportement de l'IA en elle-même, vu que c'est là-dessus qu'elle a été entraînée. Aujourd'hui, les gens qui conçoivent des IA très utilisées, par exemple OpenAI qui conçoit ChatGPT, ne peuvent pas se permettre que leur IA devienne sexiste ou des choses comme ça parce que ça ferait un bad buzz. Donc du coup, ils mettent un peu des sortes de garde-fous pour dire à l'IA ne sois pas sexiste, ne sois pas climato-sceptique, etc., etc. Ce qui pose évidemment une autre question qui est celle de l'orientation politique, qui peut être finalement bonne ou mauvaise, ça c'est à l'appréciation de chacun, mais qui est finalement donnée par les concepteurs de ces IA, voilà, et qui va venir s'infiltrer dans nos téléphones, dans nos applications, etc. Et enfin, évidemment, on peut citer l'empreinte carbone. Ces modèles sont très, très voraces énergétiquement, notamment lors de leur entraînement, mais aussi lors de la génération. Notamment, vous en avez peut-être entendu parler sur la génération d'images. Alors, une fois qu'on a parlé de tous ces biais, c'est quand même important de se dire que l'IA générative, c'est avant tout une incroyable opportunité technologique. Ça nous permet de repenser complètement nos outils du quotidien. Et justement, c'est en ayant conscience de tous les biais et les enjeux dont je viens de vous parler qu'on va pouvoir essayer de concevoir des IA qui vont les contourner, être plus justes, transparentes, garder l'humain au centre de la réflexion, etc., etc. Et c'est tout ce qu'on essaye de faire chez Ask for the Moon. Alors, on va passer dans le vif du sujet de l'envers de nos assistants. Qu'est-ce qui se passe quand vous interrogez un de nos assistants? Alors, on va prendre un cas d'usage assez simple. On a Max, qui est technico-commercial. Son prospect lui demande d'ajouter une mesure de l'impact carbone pour chacune de ses offres pour un projet de data center. Mais il n'a jamais fait ça par le passé. Un collègue lui a dit qu'il y a un outil qui permet de le faire, c'est l'outil Nuco, et qu'il l'a déjà utilisé. Et Max, il est un peu pressé, il doit finir ses offres avant la fin de la semaine. Donc, il a un petit peu les problématiques suivantes, qu'il ne sait pas trop comment utiliser ce fameux outil Nuco, il ne sait pas où le chercher, il ne sait pas trop à qui demander de l'aide, et en fin de compte, il a besoin d'un guide pour ce cas d'usage. Donc, Max, heureusement, a un espace dans notre plateforme Ask for the Moon et il va pouvoir aller interroger notre assistant qui va pouvoir l'aider. Alors, je vais vous donner un exemple très concret tout de suite, mais d'abord... Alors, attendez, j'ai juste un petit... voilà. D'abord, je vais faire un petit point sur ce que notre assistant n'est pas.
pour qu'on puisse après dire ce que notre assistant est et comment il fonctionne. Et c'est juste en fait pour, comment dire, pour éteindre tout de suite certaines confusions qu'il pourrait y avoir sur ce que fait un assistant quand on l'interroge. Alors là, on a notre utilisateur, du coup, Max, qui va aller interroger qu'est-ce que Nuco. Voilà. Alors, ce que nous, on ne fait pas, c'est juste faire passer ça dans un modèle de langage qui va directement nous donner une réponse. Je vais souvent utiliser pour parler de modèle de langage le mot LLM. LLM, c'est l'acronyme pour Large Language Model. C'est en fait la technologie actuelle qui sous-tend toutes les applications qu'on voit comme ChatGPT, etc. C'est vraiment vraiment le modèle mathématique qui prend en entrée du langage et qui va générer ensuite la suite de mots la plus probable pour répondre à cette entrée. Cette entrée, ici, qu'est-ce que nous go? On appelle ça un prompt. Voilà, c'est un petit peu rentré dans le langage, dans le vocabulaire courant sur l'IA. Et donc, voilà, on a un prompt qui entre. Le LLM fait son travail de modèle de langage et en sortie, on va avoir une réponse, typiquement. Ou en tout cas, la suite de mots la plus probable. Voilà, la suite de mots, ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, si le prompt est le ciel et la réponse, ça va être bleu, parce que notre modèle a appris que statistiquement, c'était probable. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, par exemple, on peut faire des prompts beaucoup plus complexes et obtenir des sorties qui ont la taille d'un chapitre entier, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ces modèles de langage sont extrêmement complexes et peuvent faire des choses très très complexes. Comme LLM connu, vous avez peut-être entendu parler des modèles Gemini, Mistral, les modèles GPT évidemment qui sous-tendent l'application ChatGPT, etc., etc. Donc voilà, nous, on ne va pas faire ça, juste donner une entrée, avoir une sortie. Pourquoi? Parce que tout simplement, le risque d'hallucination est extrêmement élevé, vu qu'on se reposerait uniquement sur la capacité statistique du modèle à nous répondre. Ensuite, on aurait des risques d'utiliser des connaissances un peu généralistes du modèle. D'ailleurs, j'ai un petit peu utilisé abusivement le mot connaissance ici, mais on risquerait d'introduire des choses très généralistes de tout venant d'Internet. Et ensuite, on aurait des capacités assez limitées. Un LLM en soi ne sait pas très bien calculer, par exemple. Ce qu'on ne fait pas non plus, c'est une simple recherche documentaire. Alors là, pour ceux qui connaissent un petit peu, ce dont je parle réellement, c'est de ce qu'on appelle un RAG. Aujourd'hui, c'est très connu, cette application du LLM, dans laquelle, au lieu de juste poser la question directement à un modèle de langage, on va aussi lui associer une recherche documentaire. Donc ici, voilà, la question, c'est qu'est-ce que Nuco? On va aller chercher dans une base documentaire si on trouve de l'information sur Nuco, par exemple, dans un guide de comment utiliser Nuco, qui aurait été mis dans cette base documentaire. Et on va donner ces éléments de réponse au LLM en plus de la question en elle-même pour lui demander de formuler une réponse à partir de ces sources-là. Ça, c'est déjà beaucoup plus robuste que de juste questionner un LLM directement, étant donné qu'on va pouvoir avoir des sources. Donc là, on va pouvoir avoir une réponse sourcée, dire le LLM, il a répondu, mais à partir de telles infos qui viennent de tels documents. Donc là, on va déjà pouvoir aller répondre à des questions un petit peu plus pointues d'experts avec ce genre de système. Et surtout, on va aussi pouvoir avoir une meilleure compréhension du vocabulaire très spécifique du domaine, étant donné qu'on va pouvoir le retrouver via la recherche documentaire. Tu peux couper ton micro et le remettre, parce qu'apparemment, quelques personnes ont des problèmes de son. Couper mon micro et le remettre. Est-ce que c'est mieux? C'est vrai qu'excusez-moi, je ne regarde pas le chat en même temps, du coup. Est-ce que vous pouvez juste nous dire dans le chat si ça a l'air mieux ou si c'est toujours pareil? Bon, ok. Bon. Alors, je poursuis. Voilà, donc avec ce système de recherche documentaire, donc encore une fois qu'on appelle techniquement un RAG, je ne vais pas rentrer dans cette présentation dans les détails de comment ça fonctionne. On a déjà beaucoup d'avantages, mais on peut encore avoir un risque quand même existant d'hallucination, des capacités limitées et la possibilité que le modèle nous réponde sur la base de ses connaissances généralistes, alors qu'on aimerait qu'il nous réponde uniquement sur la base de sources vérifiées.
Alors, qu'est-ce que notre assistant est finalement après tout ça? Notre assistant est ce qu'on appelle un agent React. Alors là, le schéma peut paraître un peu simple, mais je vous rassure, on va vraiment le débriefer avec un exemple très très concret tout à l'heure. React, ça veut dire Reason and Act. En fait, on va être dans un paradigme un petit peu différent où en fait l'utilisateur pose sa question, qu'est-ce que nous ici? Et en fait, on va avoir ce qu'on appelle une brique de reasoning, donc une brique de raisonnement, qui va être un petit peu une sorte de cerveau qui va orchestrer en fait tout ce qu'il va falloir faire et dans quel ordre, etc., pour répondre à la question de l'utilisateur. Donc ici, le petit cerveau, il va dire, voilà, l'utilisateur se demande qu'est-ce que nous je pense que là, il faudrait qu'on aille rechercher dans notre base documentaire pour trouver une réponse et ensuite, on pourra lui donner sa réponse. Enfin, bon, ici, l'exemple est très simple. Une fois qu'on est passé dans la brique de raisonnement, on va aller dans la boucle que vous voyez, dans laquelle la première chose va être de faire une action. Le petit cerveau de raisonnement a dit qu'il fallait faire telle action. Donc ici, on va avoir accès à plusieurs outils. Par exemple, la recherche documentaire, donc ce dont on vient de parler, ici, ça devient un de nos outils. On peut aussi avoir des outils de calcul, des outils de reformulation, de traduction, de résumé, etc. Donc voilà, on va aller piocher dans cette boîte à outils pour utiliser le bon outil que la brique de raisonnement nous a dit d'utiliser. Cet outil, ça va nous donner une sortie, qu'on appelle une observation. Et à partir de ça, on va retourner dans la brique de raisonnement et dire, voilà, le résultat de cet outil-là, par exemple, voici le résultat de la recherche documentaire, génère un nouveau raisonnement sur qu'est-ce qu'on fait maintenant, c'est quoi la prochaine étape pour répondre à la question. Une fois qu'on estime avoir tous les éléments pour répondre, on va partir dans la flèche en bas qui va vers la fin du processus où on va pouvoir regrouper tous les éléments de réponse qu'on a obtenus en passant dans la boucle. Vous allez voir un exemple très concret après, encore une fois. Ensuite, on a une petite brique qu'on développe qui est un petit peu maison, on va dire, qui s'appelle I know ou I don't know. En fait, à cet endroit-là, on veut vraiment s'assurer, est-ce que notre assistant est vraiment capable de répondre de façon fiable ou est-ce qu'on préférerait qu'il dise en fait, je ne sais pas. Et dans quel cas, on va pouvoir éventuellement amener l'utilisateur à poser la question à sa communauté. Mais en fait, on veut vraiment avoir cette brique de sécurité dans laquelle on s'assure vraiment qu'on puisse vraiment répondre. Et sinon, on préfère dire I don't know. Et ensuite, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir formuler la réponse finale. Alors, juste un petit détail, c'est que ici, les appels au LLM, du coup, interviennent partout, en fait. Donc, c'est un petit peu différent de ce qu'on a vu avant. En fin de compte, quand vous questionnez notre assistant, il n'y a pas qu'un seul appel à un modèle de langage qui est fait. Il y a des dizaines parfois d'appels à des modèles de langage qui sont faits. Et c'est ça ce qui assure la qualité et la fiabilité de la réponse. Tous les avantages de cette méthode, c'est qu'on a un risque d'hallucination beaucoup plus faible parce qu'on va pouvoir contrôler vraiment très finement ce que fait, ce qui est fait dans toute cette par l'assistant. On va pouvoir aussi utiliser un large éventail d'outils, c'est-à-dire adresser beaucoup de typologies de questions différentes. Si l'utilisateur questionne sur un calcul, questionne sur une question d'expertise, nous demande une reformulation, etc., on va pouvoir gérer tous ces cas. On a une forte capacité à dire je ne sais pas plutôt que donner une mauvaise réponse. On a toujours des réponses sourcées quand il y a des sources qui ont permis de répondre à la question. Et on va pouvoir utiliser aussi du vocabulaire métier parce qu'on a toujours accès à cette fameuse recherche documentaire et qu'on va aussi par d'autres biais pouvoir intégrer des notions de vocabulaire métier. Je ne rentre pas dans les détails, mais on va utiliser des ontologies ou des knowledge graphs pour ceux à qui ça parle. Alors, on va dérouler un exemple. Donc, on va rester sur cet exemple de qu'est-ce que Nuco. C'est d'abord un exemple très, très simple. Vous voyez, quand vous posez la question à l'assistant, il y a ces trois petits points, la processing. Qu'est-ce qui se passe pendant ce processing? Il se passe la chose suivante. On va rentrer par la brique de raisonnement. La brique de raisonnement qui va nous dire, vraiment en langage naturel, hein, je n'ai pas traduit quelque chose de mathématique, vraiment. La brique de raisonnement va générer ce qu'on appelle une pensée en langage naturel. Et là, la première pensée, c'est je dois rechercher des informations détaillées sur ce qu'est Nuco. Je vais pour cela utiliser la recherche documentaire. Donc, on passe dans la recherche documentaire. Voilà, ça c'est l'action finalement qui a été commandée par la brique de raisonnement. Et on va choisir l'outil recherche documentaire.
Ici, on obtient une observation qui va être que voilà, Nuco est une plateforme logicielle spécialisée, etc., 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 avec la source, c'est-à-dire le document et potentiellement la page du document dans laquelle on a pu trouver toutes ces informations-là. Donc voilà, c'est une première information qu'on met dans notre sac, on va dire, et on revient au début de la boucle dans la brique de raisonnement. Ici, notre exemple est très simple. Donc, la prochaine étape dans la brique de raisonnement, ça va être la pensée suivante. Je dispose de toutes les informations nécessaires. Je peux maintenant fournir la réponse finale en expliquant ce qu'est Nuco. Donc là, on sort de la brique Reason and Act. On passe dans la fin de processus. On va pouvoir regrouper les observations. Ici, on en a une. On fait tourner notre petite brique I know ou I don't know, que je ne peux pas forcément expliciter parce que c'est complexe et qu'en plus c'est pour des raisons de propriété intellectuelle. Mais on a cette brique qui va tourner et qui ici va nous dire, on est plutôt dans le cas d'un I know, on a trouvé une source, on a l'impression que c'est plutôt fiable, on a toutes les informations pour répondre à la totalité de la question a priori, donc on peut se lancer et formuler de façon sereine une réponse. Et donc voilà, on peut formuler la réponse finale pour l'utilisateur, qui est à peu près le résultat de notre première observation finalement. Donc Nuco est une plateforme, etc. Et évidemment toujours la source qui nous a permis de dire ça. Et donc voilà, on a fini de processer et donc on a la réponse qui s'affiche bien sûr dans notre assistant. Je vous propose de regarder ce que ça donne sur un exemple un peu plus complexe. Alors, j'ai inventé un petit peu une question, je ne sais pas si elle est très pertinente, mais cette fois, j'ai demandé à l'assistant qu'est-ce que Nuco et qu'est-ce que Milvus. Alors ici, je m'adressais, il faut le savoir, à un assistant qui possédait des informations sur Nuco. On a vu qu'il avait un guide de Nuco dans ses sources, mais qui par contre n'a pas d'informations sur Milvus. Donc ici, j'aimerais qu'il ne me réponde pas sur ce qu'est Milvus parce qu'il n'a pas d'informations. Et je lui dis, donne-moi la réponse sous forme d'email pour mon manager. Comme ça, on va tester l'outil de reformulation. Donc voilà, on commence le processing. Donc on entre direct dans la brique de raisonnement qui va nous dire, je dois rechercher des informations précises sur nos coûts, puis sur Milvus, et enfin reformuler la réponse sous forme d'email pour un manager. Donc la première action, on entre dans la brique, on choisit l'outil recherche documentaire et on va demander qu'est-ce que Nuco. Donc, vous voyez, on prend une petite partie de la question parce que la brique de raisonnement nous dit qu'il faut commencer par ça. Donc là, on est comme tout à l'heure, on a notre observation du coup, où on a trouvé le même document que tout à l'heure, et pareil, Nuco est une plateforme logicielle, etc. etc. C'est notre première observation, on la garde avec nous dans un coin. Ensuite, on repart au début de la brique, et notre prochaine étape de raisonnement, ça va être, j'ai trouvé de l'information sur nos coûts, je vais chercher de l'information sur Milvus, puis présenter le tout sous forme d'email pour un manager. Donc, prochaine étape, on retourne dans notre brique d'action où on reprend l'outil de recherche documentaire, mais cette fois, on va demander qu'est-ce que Milvus. C'est la deuxième étape. Et là, on va générer une observation qui est je n'ai pas trouvé d'informations concernant Milvus. C'est ce à quoi on s'attend, étant donné que dans la base documentaire, sur Milvus, il n'y a pas de document qui soit porteur d'informations. Donc voilà, on continue, on prend ça aussi dans notre sac, on continue. Et la prochaine étape du raisonnement, c'est je dois reformuler l'information trouvée sur mon coût sous forme de mail pour un manager et indiquer l'absence d'informations sur Milvus. Donc on rentre encore une fois dans la brique d'action où cette fois on choisit l'outil reformulation et l'observation générée, ça va être la reformulation de ce dont on dispose déjà sous forme de mail pour un manager. Donc voilà, objet, information sur nos coûts et Milvus, bonjour, nom du manager, etc., etc. Ce qu'on peut voir là dans le deuxième paragraphe du mail, c'est qu'il a bien donné des informations sur nos coûts, mais qui dit concernant Milvus, je n'ai pas d'informations disponibles à ce sujet, qui est bien le comportement attendu. Avec tout ça, on retourne dans la brique de raisonnement encore une fois. Il nous dit maintenant, je dispose de toutes les informations nécessaires. Je peux maintenant fournir la réponse finale. Et on sort enfin de la boucle Reason and Act pour aller dans la fin du processus où on va regrouper toutes les informations obtenues depuis le début. On va en faire une sorte d'analyse pour savoir est-ce qu'on peut répondre sereinement ou est-ce qu'il vaut mieux dire je ne sais pas. Ici, on va être dans un cas particulier d'un je ne sais pas partiel
En fait, on a une partie de l'information, mais on n'a pas la totalité de l'information. Donc, concernant Milvus, on va proposer à l'utilisateur de poser la question à sa communauté. Mais concernant le reste de sa question, on va pouvoir formuler la réponse finale, qui est le mail adressé au manager contenant toute l'information qu'on voulait, avec évidemment la source qui était issue de la première observation et qui a servi de base de connaissances pour donner les informations sur nos coûts. Voilà cet exemple un petit peu plus complexe. Et là, évidemment, on a la réponse qui s'affiche pour l'utilisateur, avec toujours ses sources. Alors, voilà, je voulais juste vous montrer comment ça se présente chez nous, tout ça. Évidemment, on n'a pas ce petit graphique chez nous. En fait, tout ça, ça se présente sous forme de log. On a notre console qui nous dit ce qui se passe à toutes les étapes et on peut monitorer un petit peu le comportement de notre assistant. Et comme vous imaginez, à partir de tous les retours du terrain, etc., on est tout le temps en train d'essayer d'améliorer cette fameuse boucle pour que l'assistant réponde au mieux et de façon toujours la plus fiable possible. Et aussi, je voulais vous montrer, juste pour la petite curiosité technique, à quoi ressemble un prompt. Je vous ai dit que pour un LLM, on lui donne en entrée un prompt et il nous ressort une réponse. On a l'habitude un petit peu dans notre vie quotidienne des prompts, parce qu'on en fait finalement quand on utilise ChatGPT par exemple, le message qu'on met est un prompt. Mais nous, évidemment, on a beaucoup de prompts cachés que l'utilisateur ne voit pas. En fait, l'utilisateur, il dit « Qu'est-ce que Nuco ?» Eh bien, nous, on a plein de prompts cachés en fait derrière qui vont entrer en action, notamment par exemple le prompt de la brique de raisonnement qui va permettre de générer la pensée du raisonnement logique qu'il va falloir suivre pour répondre à la question. Et donc, je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble un tel prompt un peu technique. Donc voilà, c'est des prompts qui sont très longs. En fait, là, j'ai dû le raccourcir pour que ça rentre dans la slide. Mais en gros, ici, on va lui dire, voilà, tu es là pour aider l'utilisateur avec toutes sortes de tâches. Tu as à ta disposition des outils. Voici la liste d'outils que tu peux utiliser. À partir de tout ça, ta responsabilité, c'est d'utiliser ces outils dans la bonne séquence pour compléter la tâche demandée par l'utilisateur, etc. On lui demande un format précis de réponse dans lequel il doit générer une pensée, une action qu'il va falloir exécuter, etc., etc. Je vous passe tous les détails de ce prompt, mais c'était juste pour les personnes à qui ça intéresserait de voir ce style de prompt un peu technique. Et ce prompt, je l'ai pris d'une librairie open source qui s'appelle Llama Index. Notre prompt à nous est un peu dans ce style-là, mais évidemment avec ses petites spécificités. Voilà, on approche de la fin. Peut-être juste quelques points clés à emporter. C'est de dire que l'IA, aujourd'hui, c'est une vraie opportunité parce que, comme vous voyez, on va pouvoir accéder beaucoup plus vite à de la connaissance existante, notamment toute la connaissance qui se trouve dans une base documentaire. Sur notre outil, on va pouvoir aussi aller chercher la connaissance qui a été capitalisée par les experts, les personnes dans l'entreprise qui se sont posées des questions entre eux. Donc, on va pouvoir chercher aussi les réponses qui avaient été données par les collègues, etc. On cherche à faire un algorithme qui garantit la fiabilité des réponses spécifiquement en milieu industriel critique. Évidemment, on ne peut pas se permettre, dans certains milieux industriels, d'avoir un assistant qui génère une hallucination, etc. Aujourd'hui, c'est très complexe de garantir le fait qu'un LLM n'hallucine pas, étant donné que c'est basé sur des statistiques. C'est pour ça qu'on met en place notre algorithme un peu complexe qui va avoir tout plein de petites stratégies pour justement garantir cette fiabilité. Et évidemment, c'est grâce à tous les retours de nos utilisateurs et aux retours terrain qu'on peut améliorer de façon continue notre algorithme pour le perfectionner petit à petit. Quelques fonctionnalités à venir dans notre outil pour ceux qui sont des utilisateurs. Ça va être notamment une meilleure lecture des documents très complexes en milieu industriel, dans les grandes entreprises. On sait qu'il y a des documents qui peuvent parfois être très complexes. Il faut qu'on puisse les lire. Ça peut aller jusqu'à la lecture des fichiers Excel, par exemple, qu'on aimerait intégrer prochainement. On aimerait faire des fonctionnalités de deep search
qui permettent par exemple de comparer des documents entre eux, chapitre par chapitre, ou ce genre de choses qui ne sont pas encore possibles dans notre algorithme actuel. Et enfin, on aimerait aller beaucoup plus loin sur la compréhension et la cartographie du vocabulaire et des concepts du domaine. Quand on interroge l'assistant avec du vocabulaire qui est vraiment très, très propre à un domaine technique, il se peut qu'en fait, ça soit du vocabulaire que le modèle de langage n'ait jamais vu lors de son entraînement et donc qui lui soit inconnu. Mais nous, il faut quand même que notre assistant puisse répondre sur du vocabulaire spécifique. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour et donc on va pouvoir faire une petite passe de questions-réponses. J'ai pas trop suivi s'il y avait des questions dans le chat, à part plutôt des questions sur le son et tout ça. Alors, Philippe, comment sont traitées des informations contradictoires entre les documents et les réponses de la communauté? Bonne question. Alors, déjà, il peut y avoir, déjà entre les documents, déjà des informations contradictoires. Ce qu'on essaye de faire, c'est, en tout cas dans le cas des documents pour l'instant, c'est de bien contextualiser l'information qui est dans les documents en gardant bien des informations un peu méta concernant le document, dans quel contexte il existe ce document, est-ce qu'il concerne vraiment un cas particulier ou pas, etc. Donc, on essaye de garder des informations vraiment méta, en plus des informations très locales dans le document. Et en fait, s'il y a des informations contradictoires, l'idéal serait que notre assistant puisse dire voici les informations que j'ai trouvées, information 1, information 2, information 3. Il se peut qu'il y ait une contradiction entre ces informations, mais que ça laisse plutôt la main à l'utilisateur pour la lever dans ce cas-là, cette contradiction. Nous, le comportement qu'on souhaiterait, ce serait que notre assistant ne prenne pas une décision dans ce cas-là sur quelle est la bonne information et quelle n'est pas la bonne information. Mais ce n'est pas encore un cas de figure qu'on a beaucoup rencontré à ce stade. Donc voilà. Alors, je vois qu'il y a certaines personnes en train de taper. Donc, j'imagine que c'est peut-être d'autres questions. Alors, pour l'instant, en fait, on remonte l'information en deux temps. Pour l'instant, on va remonter les informations surtout sur la base documentaire. Et en fait, pour les réponses des experts, on va les remonter comme de l'information en plus, qui va être voici des questions-réponses qui pourraient vous intéresser et qu'on estime être liées à la question d'utilisateur. Donc, pour l'instant, on va faire séparément d'abord les informations documentaires et ensuite les réponses d'experts ou les questions similaires que la personne qui utilise l'assistant pourrait vouloir aller consulter. Mais effectivement, quand on va intégrer un peu tout ça ensemble, c'est ce qu'on souhaite faire, on pourrait donner plus de poids à la réponse d'un expert, notamment, si vous êtes des utilisateurs de la plateforme, on a un système dans lequel les utilisateurs peuvent valider ou invalider des réponses qui sont données sur la plateforme. Et typiquement, une réponse validée, donnée par un expert, validée par d'autres experts, etc., pourrait avoir même plus d'importance ou de fiabilité pour nous que ce qu'on pourrait trouver dans de la recherche documentaire parce que c'est vraiment de l'information ad hoc qui vient directement des humains, quoi. Alors, j'espère que j'aurai... Voilà. Yvan, votre démo me fait beaucoup penser à ce que je vois faire lors d'un prompt à Grok 3 en mode Deep Search. Qu'est-ce qui vous différencie? Effectivement, c'est vrai que maintenant, sur certaines IA, en fait, ils explicitent les étapes de reasoning. Donc, ce que je vous ai montré, c'est-à-dire qu'il va vraiment dire d'abord, je vais chercher là, ensuite, je vais confronter l'information, je vais chercher ailleurs, etc. Aujourd'hui, notre valeur différenciante se place vraiment sur le fait d'aller pouvoir fonctionner dans un milieu industriel critique, en s'assurant vraiment qu'on ne peut pas halluciner, notamment. On va pas faire de recherche Internet, nous, pour l'instant. On va uniquement se baser sur de la recherche documentaire, des choses existantes sur la plateforme, et on va vraiment chercher à mettre des systèmes qui permettent de s'assurer qu'on dit bien « je ne sais pas » au moment où il faut bien dire « je ne sais pas ». Et ce qui va aussi nous différencier, c'est le fait de pouvoir prendre en compte du vocabulaire très spécifique d'un domaine technique.
Voilà, j'espère que ça répond à peu près à la question. Effectivement, ce type d'applications sont un petit peu nos concurrents. Donc voilà, notre ligne différenciante, c'est vraiment de s'insérer dans un milieu industriel. Ouais, alors je vois qu'il y a encore des gens en train de taper, donc je ne sais pas si on conclut ou si on attend peut-être juste de voir s'il y a une question. Alors, on va prendre ces deux questions pour juste avant de conclure. Alors oui, donc il y a une nouvelle question sur quel LLM vous questionnez vos multiples prompts cachés. Donc là, on fonctionne beaucoup sur les modèles GPT, sachant que à différentes étapes du processus, on peut vouloir questionner différents modèles. Il y a certains modèles aujourd'hui qui sont très bons sur les étapes de raisonnement, justement, et il y a d'autres modèles qui vont être très bons sur du RAG ou le fait d'aller faire la recherche documentaire, enfin de répondre à la recherche documentaire. Donc en fait, selon l'étape du processus, on va pouvoir utiliser différents modèles en fait. Aujourd'hui, nous, on fait en sorte que notre implémentation soit complètement agnostique du modèle qu'on utilise. C'est-à-dire que si demain, on veut remplacer complètement par des modèles Mistral ou Gemini, en fait, il y a juste à brancher ces modèles-là et tout notre flow va continuer de fonctionner. Mais aujourd'hui, on est uniquement sur les modèles GPT. Et est-il possible de s'y connecter via API? Oui. Nous, effectivement, ce qu'on développe, les briques d'IA qu'on développe dans la team IA, sont en fait des API qui après sont consommées par le back et le front de l'application en elle-même. Mais effectivement, nous, on fournit des API. C'est pas un modèle sur lequel on a encore beaucoup fonctionné avec nos clients. Me semble-t-il, mais c'est tout à fait quelque chose qu'on pourrait faire et on essaye effectivement, nous, de développer des API qui peuvent vivre séparément du reste de la plateforme. Voilà, je vois que l'heure passe, donc je propose de te repasser le micro pour conclure. Hop, super, merci beaucoup Joanne, merci à tous pour votre participation et vous recevrez de toute façon le replay automatiquement et on ne manquera pas de vous tenir au courant des prochains événements qui arriveront. Ah, je vois peut-être, il y avait Eric qui avait encore une dernière question juste avant de se quitter, on peut peut-être regarder. Alors, Eric, je ne saurais pas répondre à ta question. Donc, je pense que c'est parfait de conclure, du coup. Peut-être qu'on peut faire un follow-up. Oui, je peux par contre faire un follow-up sur ta question. Je la note. Très bonne remarque, Pauline. Donc, je reviendrai vers toi avec une réponse. Super. Non, c'est bon. Merci à tous. Ben voilà, Eric, je pourrai voir avec Florine. Merci à tous et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.